Notre client, c'est qui? C'est le criminel. Notre client, il utilise l'intelligence artificielle sans contrainte, sans réglementation, sans la nécessité d'expliquer ce qu'il utilise. Et donc là aussi, il ne s'agit pas qu'on ait une asymétrie par rapport à tous ces criminels, qu'on se retrouve en incapacité de faire face à cette criminalité de plus en plus technologique. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par le général Patrick Perrault de la Gendarmerie nationale. Alors, je vous cache pas que j'ai quand même très envie de mettre la musique du gendarme de Saint-Tropez dans le générique, mais je ne le ferai pas car aujourd'hui, c'est du sérieux. Patrick Perrault est coordonnateur général pour l'IA au sein de la Gendarmerie nationale et conseiller IA auprès du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Et ensemble, nous allons parler de sécurité, de défense et bien sûr d'intelligence artificielle. Bonjour Patrick, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment allez-vous? Bonjour Julien, ça va très bien. Et effectivement, avec l'IA, on est bien loin du gendarme de Saint-Tropez. J'imagine effectivement. Alors ma première question est souvent la plus simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle en tant que coordinateur pour l'intelligence artificielle? En clair, que faites-vous et quelle est votre mission? Alors, je suis effectivement coordonnateur pour l'intelligence artificielle au sein de la Gendarmerie nationale depuis 2020, sur un choix du directeur général. Pourquoi? Parce qu'il nous a semblé euh, essentiel de pouvoir structurer l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire construire une stratégie en matière d'utilisation de l'IA à des fins de protection des populations. Quand j'entends protection des populations, je veux dire protection individuelle du citoyen, protection collective des populations. Le but, c'est de prévenir toute forme de mésusage de l'intelligence artificielle qui pourrait potentiellement porter atteinte aux droits fondamentaux, dont les libertés individuelles. Alors ça veut dire quoi? Établir une stratégie en matière d'intelligence artificielle, ça veut d'abord dire qu'il faut avoir une vision. Mhm. On n'utilise pas de l'IA si on n'a pas de vision. Avoir une vision, c'est la première des choses parce qu'il faut se fixer un cap. On parlera d'IA générative, mais l'IA générative, c'est un tel raz-de-marée qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de cap, vous êtes sûr d'être noyé par la vague. Mhm. Ce cap, il doit être décliné par une feuille de route, c'est-à-dire des directives concrètes à appliquer. Parce qu'il faut qu'en matière d'acceptabilité de l'intelligence artificielle, on voit des choses concrètes qui se mettent en place. Et puis, et ça c'est essentiel par rapport notamment aux enjeux de réglementation, un contrôle et un suivi de l'application de cette feuille de route. Alors, si je devais caractériser cette stratégie en quelques mots, c'est une stratégie multifacette. C'est une stratégie polymorphe parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une discipline informatique, contrairement à ce qu'on entend toujours. Ça veut dire que cette stratégie, elle est construite autour d'un volet d'acculturation et de formation. Elle est construite autour d'un volet de recherche et de développement appliqué, autour d'un volet de formation et de valorisation de ce que nous faisons, et autour d'un volet d'éthique, de réglementation et de conformité. Ces 4 piliers sont essentiels. Il ne faut pas appréhender l'intelligence artificielle par un seul de ces piliers, parce qu'on en oublie en fait. Vous ne pouvez pas travailler sur la réglementation si vous n'avez pas d'application. Travaillez pas sur des applications si vous n'avez pas de formation. Et donc, c'est vraiment un package global qu'il faut réussir à mettre en place. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, sans compter qu'au-dessus de cela, il faut une instance de gouvernance. Et cette instance de gouvernance, Mhm. elle doit, elle aussi, être composée de sachants. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un simple produit numérique. L'intelligence artificielle, elle a une singularité par rapport au projet numérique, c'est qu'elle va très vite. Elle va très vite et elle nécessite des puissances de calcul. Elle nécessite des capacités théoriques que ne nécessitent pas forcément l'ensemble des projets théoriques. Et cette célérité, ça nous oblige à penser différemment par rapport au système d'information classique, ça veut dire penser agilité, ça veut dire penser renouvellement de nos applications, ça veut dire penser suivi continu de nos applications, parce qu'une intelligence artificielle, elle peut dériver. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous de suivre tout cela. Et puis depuis le mois d'août dernier, et je terminerai là-dessus pour cette première question, mais je suis également investi dans le champ cyber. Vous l'avez rappelé, je suis conseiller IA auprès du ComCyber du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien rendu compte que l'IA ne vit pas que dans l'espace physique. L'IA est également très présente dans l'espace cyber, dans l'espace immersif, Mhm. dans l'espace virtuel qu'on appelle les jumeaux numériques. Donc l'enjeu est là, utiliser l'IA comme un outil dans les différents espaces et de la manière la plus responsable possible. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que la gendarmerie s'intéresse spécifiquement à l'intelligence artificielle? L'image qu'on a des gendarmes, c'est plutôt des gens qui sont sur le terrain, qui font du maintien de l'ordre, qui mènent des enquêtes, notamment en milieu rural, etc.
Pourquoi, ce tel engouement, ces investissements en matière d'intelligence artificielle? Bon, j'ai eu peur que vous me rameniez sur le gendarme de Saint-Tropez. J'aurais pas osé. Vous avez parlé d'une mission un peu plus moderne, je vous en remercie. Mais effectivement, ça peut surprendre de prime abord qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, mais je vais vous donner 4 raisons qui me paraissent essentielles. Mmh. La première, c'est la préservation des activités régaliennes. L'État ne peut pas laisser le champ de la protection de ses citoyens, le champ de la protection d'un modèle démocratique à des big tech Mmh. dont l'objectif, et c'est pas quelque chose que je critique, hein, mais l'objectif est d'abord économique avant le bien commun des populations. Pardon, je suis un agent de l'État, donc vous me direz que j'ai un biais, mais ma mission, c'est d'abord le bien commun des populations. Et donc, ces activités régaliennes, il est important que les forces, notamment dans le champ de la sécurité intérieure, on ne laisse pas tout s'échapper. Demain, on aura de plus en plus de territoires connectés. Il Mmh. ne s'agit pas que tous ces territoires connectés soient totalement gouvernés par des instances qui échappent à l'État. Et c'est un risque objectif. L'intelligence artificielle, c'est un enjeu de souveraineté. C'est un enjeu de souveraineté sur les machines de calcul, c'est un enjeu de souveraineté sur la connaissance en termes de développement, c'est un enjeu de souveraineté sur les capacités de stockage. Enfin, et tout ça, il faut y aller au plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur que les big tech. Mmh. Il suffit de voir les financements. On n'est pas à la même hauteur. Pour autant, on a toute notre place à jouer. La deuxième raison, c'est la complexité. L'intelligence artificielle, c'est complexe. Et donc, vous me direz, mais les gendarmes ne sont pas des mathématiciens. Ben, il y a quelques mathématiciens chez les gendarmes. Et parce que c'est complexe, on doit s'y engager parce qu'on a un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population. Utiliser l'intelligence artificielle sans ouvrir le capot, sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est courir le risque Mmh. d'utilisation en mode boîte noire. C'est courir le risque, là encore, et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, mais de porter atteinte aux libertés individuelles. Et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre. Ça veut dire que cette complexité, on doit la maîtriser. Il faut qu'on ait la compétence en termes de ressources humaines pour être capable de développer nous-mêmes nos systèmes d'intelligence artificielle et de les paramétrer aux justes besoins. Et ça, c'est important parce que le juste besoin, c'est un juste besoin opérationnel, mais c'est aussi un juste besoin. Les questions environnementales sont essentielles aujourd'hui. On n'a pas besoin d'une usine à gaz pour une application étroite. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer au plus tôt. La troisième raison, c'est l'assistance aux gendarmes. Dans son quotidien, l'intelligence artificielle peut assister le gendarme. On a développé un système de transcription automatique de la parole. Vous me direz, c'est pas très nouveau. Oui, c'est pas très nouveau, mais au regard justement de la sensibilité des données qu'on est amené à traiter, c'est peut-être pas mal de ne pas toutes les donner à Google, à Amazon, je vais essayer, vous savez, les marques, faut toutes les citer, à Bing, OpenAI, Microsoft, voilà, voilà, voilà. Donc, on préfère maîtriser tout cela en interne. Mmh. L'analyse de vidéos de masse, c'est pareil. Donc, c'est vraiment faire gagner du temps aux gendarmes dans des tâches qui sont chronophages et qui apportent peu de valeur ajoutée, de façon à replacer l'humain là où on a de la valeur ajoutée par l'intelligence humaine. Le quatrième pilier sera le dernier, et c'est pas le moins important, c'est que notre client, c'est qui? C'est le criminel. Notre client, il utilise l'intelligence artificielle sans contrainte, sans réglementation, sans besoin d'avoir sans la nécessité d'expliquer ce qu'il utilise. Et donc là aussi, il ne s'agit pas qu'on ait une Mmh. asymétrie par rapport à tous ces criminels, qu'on se retrouve en incapacité de faire face à cette criminalité de plus en plus technologique. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous travaillez sur des projets d'IA, est-ce que vous travaillez avec ces fameuses big tech ou est-ce que vous avez développé votre propre technologie avec vos propres équipes? Comment est-ce que ça se passe au quotidien quand on travaille l'IA au sein de la gendarmerie? On a plusieurs possibilités. Bon, déjà, entre nous et les big tech, il y a des entreprises qui sont intermédiaires, qui peuvent largement nous rendre service. Je dirais qu'on a les 3 volets. On a le développement interne, où on est capable de développer nos propres outils, des outils qu'on utilisera dans le cadre d'enquêtes judiciaires, des outils qu'on utilisera pour assister le gendarme au niveau national. Mais Mmh. peut-être qu'on ne sera pas aussi performant que certaines grandes sociétés. Je pense à une société française comme Idemia dans le champ de l'identité numérique qui est très performante. On n'a pas les mêmes capacités qu'elle. C'est pas grave. On développe des outils, on pourra acheter son produit, mais on sera capable de le benchmarker, on sera capable de le Mmh. critiquer. Et donc, c'est pas parce qu'on développe en interne qu'on ne va pas utiliser des solutions du commerce. Et on a un intermédiaire, c'est tout ce qui est partenariat. On a tout ce qu'on appelle le Horizon Europe au niveau de l'Union européenne, qui sont des projets de recherche où on associe des académiques, des industriels et ce qu'on appelle des end users, des institutions qui peuvent effectivement
participer dans ce consortium au développement, d'outils d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur, développement en interne, participation avec, différents partenaires et puis, achat sur étagère de solutions. Notre rapport avec les big tech n'est pas un rapport conflictuel. On a un rapport d'échange tout à fait, normal avec elles. On a besoin d'elles dans Mmh. le cadre d'enquêtes judiciaires, hein, pour soulever quelques réquisitions parfois, pour savoir qui a adressé tel ou tel, message. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais donc on a besoin aussi de ces big tech. Donc il ne s'agit pas d'être en opposition, mais notre finalité n'est pas la même, donc on n'a pas forcément à utiliser leurs outils et surtout à dépendre totalement de leurs outils. D'accord. Alors, sur quelle mission spécifique l'IA est-elle utilisée dans la gendarmerie? Vous avez évoqué certains sujets, mais j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail avec des exemples très concrets. Vous avez évoqué, l'identification judiciaire, vous avez identifié, la partie, text to speech, ou speech to text plutôt. Est-ce que vous pouvez nous orienter un peu, nous donner des exemples concrets? Alors il y a quelques grandes dominantes missionnelles en gendarmerie. Il y a la police judiciaire, Mmh. la sécurité publique générale, qui est plutôt dans le champ administratif, hein, le maintien de l'ordre, en incluant l'intervention sensible, hein. On a le GIGN, par exemple, qui est plutôt dans cette dominante-là, et on a la sécurité routière. Mmh. Je dirais que l'IA peut être utilisée dans l'ensemble de ces grands champs missionnels. Après, si je prends l'exemple de la police judiciaire, en fait, je vous parle de ces champs missionnels parce que chacun de ces champs missionnels a un cadre juridique particulier. Nos applications s'inscrivent à chaque fois dans ce cadre juridique particulier. Dans le champ de la police judiciaire, on peut être soumis au règlement général de la protection des données, hein, le RGPD, GDPR en anglais, mais aussi au code de procédure pénale, qui est essentiel. Quel type d'application on peut avoir? On peut avoir des applications de détection d'images pédopornographiques. Mmh. On peut avoir de la reconnaissance faciale sur des individus, toujours dans ce domaine pédopornographique, pour tenter de les reconnaître avec autorisation du magistrat. C'est pas de la reconnaissance faciale a priori en temps réel. On est vraiment dans le cadre d'une enquête judiciaire avec, cette idée effectivement de comparer des images et in fine, c'est toujours l'enquêteur qui va dire: «Oui, c'est la bonne personne, non, c'est pas la bonne personne». Faut garder tout ça en tête, c'est-à-dire qu'en gendarmerie, on n'utilisera jamais une intelligence artificielle qui va dire: «C'est lui, c'est pas lui», Mmh. sans supervision humaine et ça c'est un élément important. Vous avez cité le speech to text, mais on peut parler de la détection, d'incidents, la détection d'entités dans des vidéos. Ça peut être un véhicule rouge, on veut identifier tous les véhicules rouges sur des heures et des heures de vidéo. Ben là, ça peut aussi, être important pour nous. On a tout ce qui est détection d'anomalies dans le champ cyber, qu'on est en train, également de traiter. On a développé un outil de vieillissement, rajeunissement, Mmh. de personnes. Dans le champ de l'IA générative, on pourra le détailler un peu plus tard, mais on a, un outil qu'on travaille en collaboration en interministériel qui, qui consiste à, assister le gendarme dans la réponse aux citoyens. C'est-à-dire qu'on a des citoyens qui interrogent via une plateforme qu'on appelle Service Public Plus en France, et c'est une IA générative qui va apporter la réponse au gendarme et le gendarme décidera s'il choisit cette réponse, s'il la modifie ou s'il formule lui-même une autre réponse. Donc vous voyez le panel de nos missions, enfin de notre exploitation D'accord. d'intelligence artificielle peut être extrêmement large. Ça va du champ cyber au champ de la police judiciaire, au champ de la sécurité publique, générale. On a travaillé aussi à des outils d'analyse, Mmh. d'anticipation des phénomènes de délinquance, qui là aussi sont extrêmement intéressants pour essayer de voir comment peut évoluer, les phénomènes de délinquance. Vous parliez du GIGN tout à l'heure, j'ai du mal à voir comment l'IA s'intègre dans leur mission. Typiquement, ils utilisent des caméras pour des interventions. Bon, bah, l'intelligence artificielle peut les aider à détecter un certain nombre de choses via les caméras qu'ils utilisent. Ils portent des charges extrêmement lourdes, les exosquelettes peuvent largement, D'accord. les aider dans leur action, au quotidien également. Donc on a, autour des drones aussi, on a quelques utilisations d'intelligence artificielle qui sont possibles dans les unités d'intervention. Mmh. Et là, on est vraiment sur, je vais pas dire des niches, mais sur des applications très étroites pour des besoins très précis. Et là, c'est vraiment du design, je vais dire presque à la main, quoi, et qu'il faut éprouver à la difficulté du missionnel. D'accord, et pour les gendarmes qui sont sur le terrain, pour les femmes et les hommes qui portent l'uniforme, qui sont au quotidien, avec les citoyens,
Comment est-ce que eux, ils perçoivent l'intelligence artificielle? Comment est-ce que l'IA s'intègre dans leur quotidien professionnel quand on fait un contrôle routier, quand on prend des plaintes en gendarmerie, et cetera? Alors le gendarme, c'est un citoyen, comme on l'est tous et certains sont plutôt pro-techno, certains sont plutôt, anti-techno, certains se méfient, se posent des questions sur leur emploi, Mmh. et donc il y a une nécessité d'accompagner sur ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je vous parlais d'acculturation et de formation. On publie une revue qu'on appelle Culture IA, qu'on publie tous les 2 mois, qui explique ce qu'est l'intelligence artificielle dans le champ de la sécurité intérieure. Alors, le gendarme, en fait, ce qu'il faut, c'est que on expérimente avec lui des outils. C'est-à-dire on tente de l'associer au plus tôt à ce qu'on veut mettre en place. Typiquement, dans le champ de l'analyse prédictive des phénomènes de délinquance, il est associé au plus tôt et on réajuste avec lui les besoins. Parce que si vous voulez, un système d'intelligence artificielle, il se conçoit de façon théorique et je dirais même pratique sur des bases de données, on l'éprouve, mais à un moment, il faut sa déclinaison sur le terrain. Mmh. Et là, on est dans une étape non pas de validation des performances, mais de calibration du système par rapport aux problématiques terrain. Mais ça, c'est un enjeu effectivement d'acceptabilité pour le gendarme. Il faut absolument l'associer parce que, in fine, si on le développe, c'est pour qu'il l'utilise. Mmh. Si on le développe et puis que ça reste dans son smartphone et qu'il ne l'utilise pas, ça n'a aucun intérêt. Donc on est vraiment sur cet enjeu d'acceptabilité par le gendarme, qui est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça qu'on veut aussi avoir la maîtrise de nos outils. Parce que quand c'est des boîtes noires, c'est beaucoup plus difficile également d'expliquer aux gendarmes comment l'utiliser, d'expliquer aux gendarmes comment le paramétrer, d'expliquer aux gendarmes les limites d'utilisation, parce que tout système d'IA a bien entendu des limites d'utilisation. D'accord. Est-ce que ces sujets-là, ce sont des sujets, je dirais un peu internationaux? Et quand vous parlez avec vos collègues en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie ou autre, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont les mêmes problématiques au niveau, de l'acceptabilité, de l'usage des outils, et cetera? Alors, oui, totalement et oui, partiellement. Heu, Ma réponse peut être un peu contradictoire, mais ces enjeux sont des questions. Mais pour certains, ces questions ne sont pas totalement instruits. Typiquement, sur la notion d'exigence de transparence, certains nous disent: «Mais en fait, nous, la population, ne se pose pas vraiment la question, sur ces sujets-là». C'est aussi un rapport de confiance avec ces forces de sécurité intérieure, c'est un rapport culturel. Et je trouve qu'en cela, l'intelligence artificielle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous interroge sur notre essence culturelle à proprement parler par rapport à tous ces enjeux. Moi, je co-préside un groupe sur la stratégie en intelligence au profit des forces de sécurité européennes avec un certain nombre de partenaires. On est 16 nations et on s'est réunis justement pour partager nos visions Mmh. et pour élaborer une stratégie qui peut être commune à tous. Et je voudrais le souligner parce qu'en fait, je ne connais pas beaucoup de secteurs où cela se fait. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que, au niveau de l'Union européenne, eh bien, on travaille en commun pour essayer de définir nos besoins. Et là encore, pas pour surveiller la population, mais vraiment pour éviter l'asymétrie entre les opportunités criminelles et ce que nous sommes en capacité de faire. Parce qu'en fait, le risque, il est à un moment qu'on ne soit plus en mesure de faire face à une certaine forme de criminalité. Et je crois qu'en termes de devoir de transparence, on peut dire on n'applique pas de système d'IA sur tel ou tel sujet, mais je crois qu'en termes de devoir de transparence, il faut aussi être capable de dire parce qu'on n'utilise pas l'IA sur tel sujet, vous ne serez pas protégé sur tel sujet. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des pays qui vous semblent plus avancés que d'autres en Europe, quand vous échangez avec vos collègues ou des initiatives peut-être qui fonctionnent mieux dans certains pays que dans d'autres? Vous parliez du rapport culturel qu'on a avec les forces de l'ordre. Bon, comme les JO sont en France, je dirais que la médaille d'or est à la France. Évidemment. Heu, non, objectivement, alors la maturité n'est pas la même dans tous les pays, mais sincèrement, au niveau de la France, on est plutôt bien placé sur la structuration qu'on a mis en place. D'accord. Sur les investissements, il y a des pays comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, où il y a des investissements qui sont intéressants pour les forces de sécurité intérieure et la Suède aussi, qui est, plutôt investie. Mais on sent quand même qu'il y a la manière de traiter, l'intelligence artificielle, c'est marrant, il y a entre le monde anglo-saxon et le monde, plus européen, je vais dire, il y a un peu une différence. C'est-à-dire que nous, on est très, orientés sur l'aspect juridique, Mmh. pas assez sur l'aspect scientifique à mon sens. Hem
Et je pense qu'il faut, la maturité, elle passe par la connaissance scientifique parce que l'intelligence artificielle, c'est d'abord une discipline mathématique, une discipline de la science qui doit trouver dans le droit, son espace de développement. Mais il s'agit d'abord de comprendre ce qu'elle est. Et donc ça, c'est un problème parfois de compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle dans certains pays. C'est-à-dire que on met d'abord des barrières Mmh. avant de se poser la question, mais ouais, mais qu'est-ce que c'est en fait une donnée d'apprentissage? Qu'est-ce que c'est qu'une donnée de validation? Qu'est-ce que c'est qu'un système? Est-ce qu'il apprend en continu ou pas? Et tout ça, certains l'ignorent. Un modèle de fondation, certains ne savent pas ce que c'est. Et ça, c'est vraiment des enjeux sur, connaître véritablement ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais c'est pas propre au champ de la sécurité intérieure, hein, je le vois également dans d'autres domaines. D'accord, très bien. Alors l'IA générative, vous l'avez évoqué, assez succinctement en début d'entretien, mais au final, c'est qu'une partie de l'IA. Pourtant, elle prend énormément d'espace médiatique, depuis notamment la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Est-ce que la gendarmerie, dans son ensemble, utilise ce type de technologie d'IA générative et pour en faire quoi? Alors oui, on utilise l'IA générative et en tout cas on l'utilise. Non, on travaille à son utilisation. C'est les exemples que je vous disais tout à l'heure sur le service public plus. Là, on est en train de travailler, on se pose la question de l'intérêt d'avoir un assistant à côté du gendarme, un assistant machine, qui serait capable vous savez, on a 36 000 brigades sur le territoire. Mmh. On a un maillage territorial qui est considérable. C'est très difficile d'être à l'accueil dans les brigades parce que vous avez tous les problèmes à instruire. Il y a une personne qui vient vous parler de la disparition de son chat. Il y a une personne qui va vous parler d'un vol qu'elle a vu, une personne qui va vous parler potentiellement d'un suicide, une personne qui va vous parler d'un crash d'aéronef, d'un accident ferroviaire. Tout arrive à ce point de centralisation. Et je crois que parfois, parce que les réglementations sont parfois assez complexes, d'avoir un assistant, ça pourrait aider le gendarme à répondre à certaines questions, toujours bien entendu validées par le gendarme. Donc je vous parlais de service public plus, c'est les citoyens qui posent des questions à l'IA générative pour aider le gendarme. Là, on est plutôt, c'est le gendarme qui pose des questions à l'IA générative pour s'aider lui-même dans la réponse qu'il apporte aux citoyens. Donc, on a ce genre de travaux. On travaille aussi à tout ce qui est développement d'outils pédagogiques par l'IA générative, comment comprendre des textes très longs, générer des QCM pour aider les personnes à réviser sur un certain nombre de sujets. Vous voyez, c'est des choses qu'on utilise dans l'éducation nationale, mais qu'on peut transposer aussi, parce que le gendarme est quelqu'un qui se forme en permanence. Donc ça peut aider là aussi sur le volet formation. On a tout ce qui est recherche documentaire, synthèse de texte, qui peuvent là aussi être intéressants avec l'IA générative. Mais il y a des précautions à utiliser l'IA générative. Si vous voulez faire une synthèse judiciaire, ne donnez pas tout à OpenAI. C'était ma question finalement, c'est quelle techno nourrit justement ce système? Alors, vous savez, on parle beaucoup d'open source. Tous ces modèles ne sont pas en open source. C'est un faux sujet. En fait, ils sont en open weighted, c'est-à-dire, c'est des modèles de poids, sans rentrer dans le détail, mais ils construisent un modèle. Dans ce modèle, il y a un certain nombre de poids de connexion entre les différents neurones. On ne sait pas sur quoi ils ont appris, mais c'est ce modèle qu'ils nous donnent. Donc, une fois qu'on a le modèle, on ne sait toujours pas sur quoi ils ont appris, donc c'est pas tout à fait de l'open source. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce modèle n'est plus connecté à Meta. Donc, on a les performances de ce modèle et on fait ce qu'on appelle une opération de fine-tuning, donc d'adaptation à des données plus spécialisées pour l'adapter à notre texte. Ça c'est plutôt ce qu'on privilégie. C'est-à-dire que on va pas aller donner à OpenAI, à Mistral, toutes nos informations. Et ça, c'est effectivement un enjeu qui est essentiel. On est en cours de rédaction d'une note qui sortira très bientôt sur les précautions d'usage par rapport à ces outils-là, parce que pour beaucoup, ChatGPT, alors, je le cite, mais je dirais Mistral, Bloom, Falcon, Zephyr, enfin voilà, tous les systèmes de large modèle de langage que vous pouvez connaître, ce ne sont pas que des chatbots en réalité. Euh, on a des jeunes ingénieurs qui codent avec, mais donner son code à OpenAI, c'est pas une bonne solution non plus. Donc cette sensibilisation, elle n'est pas simplement avec ceux qui ne connaissent pas très bien l'informatique, elle est aussi orientée vers ceux qui développent en informatique. Mmh. Donc on a vraiment cet enjeu de pouvoir utiliser ces sujets-là, mais d'une part les utiliser sur des thèmes qu'on connaît, de façon à garder l'expertise humaine, et d'autre part avec un certain nombre de précautions, notamment sur le secret des affaires, sur l'information, la confidentialité, qu'il ne faut pas dispenser partout. D'accord. Alors, quand je parle d'intelligence artificielle avec les invités de mon podcast, souvent ils me disent que l'IA, ça sert un peu à augmenter les capacités des salariés ou des travailleurs en entreprise.
Est-ce que dans votre cas, on peut parler de gendarmes augmentés grâce à l'intelligence artificielle? En réalité, j'aime pas ce terme augmenter. Moi, si vous voulez, je peux autant vous dire que l'IA, elle augmente comme elle diminue. Vous savez, on parle beaucoup d'effets tunnels. À force de dire, les systèmes de recommandation de type Netflix ou autre, on peut les appliquer dans le champ professionnel. Mais à force de dire aux professionnels, qu'ils soient gendarmes ou autres, ce qu'il a à faire, j'appelle pas ça de l'augmentation. À force de le déposséder de la connaissance, j'appelle pas ça de l'augmentation. Donc, je préfère que le gendarme soit assisté plutôt qu'il ne soit augmenté par l'intelligence artificielle. Parce que ce terme d'augmenter, Mmh. on peut augmenter la performance globale, mais c'est pas le gendarme qui sera augmenté. Vous savez, on peut aider le gendarme dans le cadre de la procédure judiciaire à déterminer un certain nombre de choses, des infractions ou autres, mais à un moment, si c'est tout le temps la machine qui le fait, lui il ne saura plus le faire par lui-même. Et il y a des actes élémentaires qu'il est toujours important de savoir faire. Donc ça, c'est un enjeu essentiel, c'est que cette notion d'augmentation, moi je préfère parler d'assistance. L'IA n'est qu'un outil qui assiste. Elle peut augmenter comme elle peut diminuer le gendarme. Et ça, je parlais de gouvernance tout à l'heure. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé au niveau de la gouvernance de l'intelligence artificielle. On ne met pas dans la main de tout le monde des outils d'IA parce que après la phase de rejet, c'est une phase d'acceptation et tout le monde l'utilise. Moi, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, je vois des jeunes apprentis qui font bien mieux que moi, bien mieux que ce que je faisais dans le domaine de la thèse, c'était autour du voice morphing et de la reconnaissance de locuteur. Ils font bien mieux. Par contre, ils comprennent beaucoup moins. Mmh. Donc, il y a cette idée de se dire que c'est pas parce qu'on fait mieux qu'on est meilleur. Et c'est l'illusion que pourrait donner l'intelligence artificielle. On peut faire mieux et être moins bon. Et ce moins bon, si vous voulez, à un moment, on finit par ne plus le rattraper et on finit par être totalement dépendant de ce que l'IA nous fournira. Donc, gardons en tête que l'intelligence artificielle est un outil qui assiste. Gardons en tête que l'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer l'homme, mais elle ne prend que la place que l'homme lui donne, l'homme ou la femme, hein. Mmh. C'est pas du tout un outil qui a une volonté de pouvoir quelconque ou autre. C'est pour ça que j'aime pas du tout le terme de d'IA responsable. On a des utilisations responsables de l'IA, mais l'IA n'a aucune responsabilité. L'IA n'a pas de personnalité juridique. Donc c'est marrant parce que on s'étrie parfois sur le terme d'intelligence artificielle, mais en même temps, à chaque fois, dès qu'on peut mettre un terme humain sur une IA, on le met. Une IA responsable, une IA de confiance, une IA à tout ce que vous voulez. Mais donc, gardons à l'humain toute sa place et faisons en sorte que l'IA ne soit que cette assistance. Donc, pour répondre à votre question, voilà, je préfère parler de cette notion d'assistanat ou d'assistance, pardon, plutôt que d'augmentation ou de diminution. OK, donc des gendarmes assistés plutôt que des gendarmes augmentés. Et est-ce que ces capacités supplémentaires offertes par l'IA sont mesurables selon vous? Est-ce qu'on est capable de dire, par exemple, qu'un gendarme travaille X fois plus vite grâce à l'IA ou traite X fois plus de dossiers grâce à l'IA? Et est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs? Non, pour moi, c'est pas forcément l'enjeu, mais je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez 300 kilos devant vous, je vous demande de les soulever. Bon, je vous donne un exosquelette et vous le soulevez. Bah, vous voyez que l'IA est capable de faire ce que vous ne faites pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le champ des écoutes téléphoniques. Pour transcrire une écoute téléphonique, mais c'est pas 10 fois que vous l'écoutez, c'est une vingtaine de fois. L'IA le fait d'un trait, et je vais pas mesurer le temps, mais c'est un temps phénoménal. Pour la détection des images pédopornographiques, mais vous analysez un disque dur enfin, j'allais dire quelques secondes, peut-être quelques minutes. L'humain lui prendrait un temps fou. Et c'est peut-être une semaine, c'est peut-être 15 jours, c'est peut-être une journée, mais peu importe, tout ce temps est un temps gagné. Et je crois qu'il faut vraiment, et ce point est important, c'est-à-dire que l'IA ne sera pas forcément toujours meilleure que l'humain. Par contre, elle sera toujours beaucoup plus rapide. Et je reprends l'exemple des images pédopornographiques. Quand vous détectez sur un disque dur 1500 images au lieu de 1700, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave pour la matérialisation de l'infraction. Vous êtes dans le temps de la garde à vue, ça suffit. Après, vous irez plus loin. Vous pourrez trouver les 1700. Mais dans l'immédiat, vous savez, une enquête judiciaire, c'est une course contre la montre. Et c'est important d'avoir cette célérité de temps. Donc, je sais qu'on est toujours obsédé par des métriques de mesure. Mmh. Je crois qu'il faut essayer plutôt de raisonner de façon qualitative. Est-ce qu'on améliore la vie du gendarme euh, dans ce qu'il a à traiter au quotidien? Et le meilleur retour, c'est le gendarme, mais pas dans les 6 mois où on lui donne l'outil en expérimentation. Parce que la première phase, c'est une phase de rejet. Après, c'est une phase de compréhension. Donc, je ne vous cache pas que les 6 mois sont déjà passés.
Donc c'est peut-être 4, 5 ans. Enfin, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les mails vous permettent de communiquer avec plus de personnes que quand il y avait pas les mails? Sans doute, oui, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la visioconférence vous permet de d'animer votre podcast mieux que quand il y en avait pas? sans aucun doute. Bon, mais je pense que la technologie, elle est là. Après, c'est juste savoir l'utiliser en responsabilité et j'insiste sur le terme de responsabilité humaine. D'accord. Je reviens sur un sujet que vous avez abordé quand on parle de prévention des crimes, prévention de la délinquance et alors je sais pas pour vous, mais en tout cas moi quand je pense sécurité et IA, je pense au film Minority Report avec, Tom Cruise. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait permettre de mieux prédire ou prévenir la criminalité? Ou est-ce qu'on est vraiment uniquement dans le domaine d'Hollywood et de la science-fiction? Et où est-ce que vous voyez un peu cette situation, arriver dans un futur proche, hein? Bon, vous êtes plus cinéphile que littéraire. Moi, je pense aussi à George Orwell, Tout à fait, 1984. On a 1984, tous ces références, hein, mais aussi, l'Odyssée de l'espace. Enfin, hem, ouais. je crois que déjà l'IA, c'est pas de la science-fiction. Alors vous me direz: «Ouais, la science-fiction a quand même anticipé beaucoup de choses qui sont arrivées». Oui, c'est le propre de la science-fiction, mais pas tout de la science-fiction. C'est-à-dire que dans tout ce que la science-fiction envisage, il y a des choses qui arrivent. Minority Report n'est pas du tout souhaitable. Minority Report, c'est pas du tout ce qui est recherché. Encore une fois, la notion de surveillance des populations, enfin, dans c'est pas du tout quelque chose qui est souhaité et souhaitable. Mais j'insiste sur c'est pas souhaité. C'est que moi qui suis gendarme depuis maintenant un certain nombre d'années, je n'ai jamais souhaité surveiller les personnes, mais je l'ai déjà fait. Dans un cadre juridique précis, avec un magistrat judiciaire, bien évidemment, Judiciaire. évidemment. Voilà, exactement. J'allais vous dire, vous n'avez pas l'air surpris, mais vous avez la réponse, donc ça va. Effectivement, ce cadre judiciaire est essentiel. J'ai mis des personnes sous écoute, j'ai suivi des personnes, j'ai perquisitionné chez des personnes, mais tout ça est euh, parfaitement défini. L'analyse prédictive des faits, c'est pas l'analyse prédictive des personnes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre, c'est-à-dire que on s'intéressera aux personnes si on est sous le cadre d'une enquête judiciaire, mais on n'a pas à s'intéresser aux personnes quand on est dans un cadre administratif, c'est-à-dire pas sous l'autorité d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Heu, Comment on travaille nous sur l'analyse prédictive? Travaille sur l'analyse prédictive des faits. Typiquement les cambriolages. C'est quoi des cambriolages? Malheureusement, il en arrive tous les jours. Ça s'appelle une série temporelle. Mathématiquement, c'est une série temporelle. C'est-à-dire, c'est des chiffres qui se succèdent jour après jour. Ben, les séries temporelles, l'IA est applicable aux séries temporelles, aux séries chronologiques. On a les réseaux de neurones récurrents qui travaillent beaucoup sur le champ de la parole, sont parfaitement adaptés aux séries temporelles. Donc, on peut les utiliser pour essayer d'anticiper les phénomènes suivants. Mais attention, c'est pas parce qu'on trouve la solution la plus probable que c'est celle qui va arriver. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Sinon, on serait dans un futur déterministe. Ce serait trop facile de se dire que le plus probable était ce qui allait arriver. Alors, je vais quand même vous dire une chose parce que avant que des scientifiques qui n'ont jamais fait de science ne vous le disent, mais alors c'est facile de gagner au loto avec l'IA prédictive. Non, parce qu'on est sur un système totalement aléatoire à chaque tirage. Mmh. La notion de récurrence signifie qu'on n'est pas sur un système aléatoire. C'est de la probabilité conditionnelle. On tient compte des éléments du passé pour anticiper le futur. Typiquement, les prévisions météo marchent aussi sur ce type de, de choses. Donc, on n'est pas du tout sur des scénarios à la Minority Report. Pour autant, faut pas se cacher, le crédit social en Chine existe, mais le crédit social en France existe, et il existe aussi au Canada. Si vous allez dans les restaurants, je pense que des fois vous notez les restaurants dans lesquels vous allez. Mais ça s'appelle un système de cotation sociale. Donc, il faut faire attention effectivement à jusqu'où on autorise ces systèmes-là. Et je crois que la réglementation européenne a été très attentive là-dessus et elle en a fait un système interdit. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas l'intelligence artificielle pour coter les personnes. Mmh. C'est absolument interdit. Mais vous voyez, les systèmes de cotation, ils sont pas si loin de nous quand même, puisque c'est des choses que même les vendeurs, vous savez, on a des plateformes aujourd'hui, on peut vendre des chaussures en occasion. On note les vendeurs et on est nous-mêmes notés. Enfin, ça s'appelle un système de cotation. Et là, on est sur des personnes. Peut-être faut-il s'interroger aussi sur ces propres systèmes-là qui existent déjà dans notre monde occidental. D'accord et donc juste pour revenir sur ces outils, notamment vous parliez des cambriolages, ça veut dire que si statistiquement on a plus de cambriolages sur une zone géographique donnée à une période donnée,
peut-être que ça serait plus pertinent d'envoyer plus de patrouilles sur cette zone-là, à ce moment-là, pour tenter de prévenir les cambriolages. Ça peut être une approche, c'est ça? Ouais, j'aime bien votre approche parce qu'elle est, simple, un peu simpliste. Sans doute. Ouais, j'ai pris des précautions. J'ai pas dit simpliste tout de suite. Pourquoi? Parce que, on va pas aller, mettre du gendarme chaque fois que c'est rouge. Ouais, Par contre, l'enjeu, c'est quoi? C'est de mettre ces outils-là non pas au niveau de la sphère d'exécution, non pas dans le véhicule de patrouille, mais au niveau de la sphère décisionnelle, au niveau des chefs qui organisent le service. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une zone rouge, vous l'anticipez. L'anticiper, ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement à mettre du gendarme. Vous pouvez contacter les élus. mmh. Vous pouvez contacter ce qu'on appelle des voisins vigilants. On a un réseau comme ça de participation citoyenne. Je crois que vous avez ce système-là aussi au Canada, qui permet de sensibiliser les personnes sur ce qui se passe. Ils peuvent nous alerter. On a les associations. Quand vous avez des suspicions de violence intrafamiliale, peut-être que les associations peuvent être mises en action. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait, ces systèmes-là déplacent le curseur de la sécurité vers le citoyen plutôt que d'être toujours en bout de chaîne sur les forces de sécurité D'accord. intérieure. Et si vous combinez ça avec de l'information judiciaire, là, vous vous dites, ben, il y a peut-être effectivement une surveillance à mettre en place. Et là, vous allez dépêcher les patrouilles. Et là, vous allez faire des contrôles préventifs de sécurité routière, simplement pour indiquer aux délinquants potentiels, la zone est couverte. Peut-être faudra-t-il aller ailleurs. Et j'insiste sur ce aller ailleurs, parce qu'on nous le reproche. Vous ne faites que de déplacer la délinquance. Ouais, mais je préfère déplacer la délinquance plutôt que de la laisser vivre tranquillement là où elle est et prospérer. Parce que c'est en se déplaçant qu'elle commet des erreurs, cette délinquance. C'est pas en restant dans sa zone de confort. Et il nous est souvent aussi reproché, dans ce type de schéma, de dire oui, mais les cambriolages, vous avez détecté une zone rouge, vous allez y aller et vous allez détecter plus de cambriolages, donc la zone va être encore plus rouge. En fait, c'est oublier ce que c'est qu'une campagne de prévention. Une campagne de prévention, c'est on est en véhicule apparent. Moi, sur l'ensemble de ma carrière, j'ai fait une fois un flagrant délit Mmh. en prévention. C'est une personne qui a eu la mauvaise idée de sortir par la fenêtre de la maison qu'elle était en train de cambrioler. Mais en prévention, vous ne faites pas de flagrant délit en général. C'est en police judiciaire. Quand vous surveillez, là, vous ferez du flagrant délit. Mmh. Mais pas en campagne de prévention. Donc, gardons un peu raison sur ces sujets-là. Ne mélangeons pas tout. Je crois qu'il faut être capable de faire confiance aux forces de sécurité intérieure sur un usage responsable de récurrence des faits et d'utilisation de ces outils, plutôt que d'aller sur des scénarios qui relèvent effectivement beaucoup de la science-fiction, mais dont on doit prendre conscience aussi, parce que votre remarque, moi je la dis souvent, c'est que effectivement sécurité intérieure et intelligence artificielle, c'est Tom Cruise, pour pas le Exactement. citer, qui ressort. Je trouve que l'aéronaval a plus de chances que nous, parce que ça ressort pour Top Gun. Nous, ça ressort pour Minority Report, donc c'est un peu dommage. C'est vrai, mais d'ailleurs, on parlait de science-fiction. En revanche, il y a un truc qui est pas de la science-fiction, c'est ce qu'on appelle les hallucinations, les biais et les fausses informations qui sont produits par l'intelligence Moi, artificielle. je n'aime pas employer ce terme. Hallucination, c'est un terme humain. C'est l'humain qui hallucine. Pour halluciner, il faut avoir un cerveau. L'IA n'a pas de cerveau, c'est un cerveau artificiel. L'IA commet des erreurs ou pas. Donc c'est un niveau de performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on appelle ça une hallucination? Parce qu'en fait, et notamment avec des IA génératives, l'IA générative travaille par corrélation. Elle va vous rapprocher une information et vous dire non mais c'est n'importe quoi. Et vous dites elle hallucine. Mais en fait non, il y a une raison pour ce rapprochement-là. Il y a une raison mathématique à ce rapprochement-là. Mais on n'arrive pas tout à fait à le démontrer. Donc, comme nous, humains, on ne sait pas, on dit que c'est une hallucination. Non, c'est simplement une erreur qu'on n'arrive pas à interpréter. Donc, parlons plutôt de performance ou de mauvaise ou bonne, plutôt que d'hallucination, mais je sais que ce terme est souvent utilisé. Les scientifiques parlent même de perroquet stochastique, ce que je préfère, parce qu'il y a peut-être cette notion d'aléatoire. Est-ce qu'il y a un enjeu aléatoire sur ces erreurs de performance? C'est possible. D'accord, OK. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure en début d'entretien. Vous parliez, j'aime beaucoup le terme d'ailleurs, mais d'asymétrie entre les criminels, les malfrats d'un côté et la gendarmerie de l'autre. J'aimerais savoir comment est-ce que vous, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la gendarmerie, est-ce que vous anticipez justement cette asymétrie? Et ma question, c'est de savoir, notamment dans tout ce qui est arnaque en ligne, qui proliférait bien avant l'IA, mais qui deviennent de plus en plus crédibles aujourd'hui avec des outils d'IA. Comment est-ce que la gendarmerie s'équipe, se développe et intervient pour justement réduire cette asymétrie qui existe entre les criminels technophiles et puis, bah, des victimes qui sont malheureusement, de plus en plus nombreuses, notamment du fait des outils d'IA? Alors, tout d'abord, le criminel n'a plus besoin d'être technophile. Aujourd'hui, il a des outils où le criminel lambda
peut utiliser des systèmes extrêmement performants sans rien y comprendre. La création des deepfakes, c'est très facile aujourd'hui et on n'a pas besoin de comprendre les réseaux génératifs adverses ou l'IA générative de type transformer. Ça, c'est une chose. Nous, on travaille beaucoup sur l'anticipation, l'évaluation de la menace. Qu'est-ce qui demain va arriver? Et on est très, très attentif sur ces sujets-là, sur la menace à venir. Vous savez, le métavers qui a été abandonné par beaucoup, nous, on continue à y travailler parce qu'on se dit ça peut revenir, notamment avec l'avènement des IA génératives, ça peut revenir sur ce sujet. Donc la symétrie, c'est être capable d'évaluer la menace, être capable de développer des outils. On a développé nous-mêmes nos outils de détection de deepfake, audio, images et texte. La difficulté, c'est de pouvoir les mettre à jour à chaque fois parce que les méthodes évoluent énormément. Et puis la symétrie, c'est aussi le travail au niveau de la réglementation. La réglementation, elle est essentielle. Il faut absolument que les forces de sécurité intérieure soient soumises à la réglementation, mais je vais vous dire que c'est notre raison d'être quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, on travaille avec le petit livre rouge qui n'est pas d'ascendance communiste, mais de droit pénal. Le code pénal comme le code de procédure pénale, ce sont des livres de chevet. Le RGPD, c'est un livre de chevet pour le gendarme, mais au quotidien. Pour autant, sur le projet de réglementation européen, sur l'intelligence artificielle, il était essentiel à ce qu'il n'y ait pas ce déséquilibre. C'est pour ça qu'on a quelques dérogations qui ont été établies pour l'utilisation de l'IA par les forces de sécurité intérieure. L'IA, c'est le remède et le poison, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire que les criminels peuvent l'utiliser pour commettre des forfaits extraordinaires de simplicité de réalisation parce que les outils sont fournis, mais très impactants. Et nous, il faut être capable d'être à la hauteur de ce défi-là si on veut vraiment protéger les citoyens dans les années à venir. Donc là, si vous voulez, cette notion d'asymétrie, elle est sur le plan technologique, elle est sur le plan des capacités de calcul, donc des machines, elle est sur le plan scientifique, le développement des méthodes, et elle est sur le plan réglementaire et juridique. D'accord. Est-ce que vous voyez des tendances qui évoluent, grâce ou à cause de l'intelligence artificielle dans les faits de criminalité, par exemple? Oui, tout ce qui est deepfake, c'est évident. Ça accroît considérablement. Moi, il y a quelques années, je travaillais dans le domaine de la police technique et scientifique. On a vu ce qu'on appelle le CSI Effect. Mmh. Vous savez, c'est l'adaptation des criminels aux nouvelles techniques de police technique et scientifique. Il y avait la série des experts, CSI, aux États-Unis et donc ça venait de là. Où on a vu des choses, on incendiait les voitures, on mettait des gants qui étaient plus des gants enfin, des gants particuliers pour effectivement se soustraire, à ces problématiques d'empreinte et il y a eu un effet réel sur la criminalité et nous, ça nous a fait monter aussi, vous voyez, c'est des vases communicants, mais c'est un enjeu aussi la communication sur ces sujets. On doit communiquer pour dire qu'on n'est pas totalement en retard, mais on communiquera pas sur tout. Et c'est pour ça que parfois on nous demande de la transparence. On peut pas être transparent sur tout. Si on dit tout aux citoyens, mais malheureusement, parmi les citoyens, il y a une minorité de criminels. Alors, heureusement, il y a une minorité, mais malheureusement, il y a des criminels. Et eux, ils savent exploiter effectivement toutes ces failles-là. Donc, oui, on le voit sur les fausses ordres de virement, on le voit dans le champ cyber. Il y a de plus en plus d'attaques. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on doit être résilient à la fois sur les méthodes anciennes, tout en étant à jour des dernières méthodes utilisées. D'accord, parfait. Alors dernière question pour vous, Patrick, pour conclure cet entretien. J'aimerais qu'on se projette un peu dans le futur. Selon vous, à quoi va ressembler la gendarmerie nourrie ou assistée à l'IA dans 5 ans ou 10 ans? Qu'est-ce qui va changer au quotidien? 5 ans ou 10 ans, c'est très court, hein. Et on voit que c'est difficile de se projeter au-delà. Je pense que, il faut absolument qu'on ait compris que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais que l'IA doit être supervisée par l'humain. Donc ce que je souhaite, c'est qu'un gendarme qui soit à la maîtrise de ces outils sophistiqués. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous experts de l'IA, ça veut dire qu'ils sont tous experts de l'utilisation de l'IA. On n'utilise pas l'IA de n'importe comment. Donc il faudra effectivement que l'IA l'assiste dans ses patrouilles, que l'IA potentiellement pourrait lui proposer des itinéraires de patrouille, proposer, pas imposer. Il faudra que l'IA l'assise sur tout ce qui relève des aspects logistiques, la maintenance prédictive des véhicules, ça peut être anticipé pour des questions d'économie. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un gendarme il soit, par ses applications l'IA particulièrement attentive aux enjeux d'environnement, donc avec cette notion de proportionnalité par rapport aux utilisations. Et j'aimerais une gendarmerie en matière d'IA qui ne subisse pas les big tech. Encore une fois, j'ai rien contre les big tech, mais il ne s'agit pas qu'on soit des vassaux asservis à ces technologies qui émergeraient chez les big tech. Donc c'est vraiment ce que je souhaite. Moi, c'est une gendarmerie, vous voyez, ça peut presque paraître
paradoxal, mais plus humaine, parce que plus dans la maîtrise de ce qu'elle fait, de ce qu'elle utilise. Je crois que l'IA nous interroge beaucoup sur notre capacité humaine, sur notre intelligence humaine. À nous de la placer au bon endroit. Donc ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Et puis, une gendarmerie beaucoup plus, en tout cas autonome par rapport aux outils qu'elle peut être amenée à utiliser. D'accord. Et vous, dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que vous serez toujours coordonnateur général pour l'IA? Je serai certainement en ce qu'on appelle en deuxième section, donc c'est ce qu'on appelle en retraite. Mais ces sujets continueront à m'intéresser, c'est évident, parce que je pense qu'on a, nous les plus anciens, une vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus jeunes utilisent l'IA, mais bien mieux que je ne peux l'utiliser, mais ils n'ont pas toujours conscience de la responsabilité Mmh. qu'elle porte derrière. Moi, j'ai connu un monde sans Internet. J'ai connu un monde où l'IA était une discipline obsolète. Quand j'ai fait ma thèse, on parlait pas d'IA, c'était un terme trop vieux. Donc, tout ça est intéressant et ça donne un certain recul et une responsabilité sur le monde qu'on dessine demain. Donc, quel que soit mon avenir, je resterai connecté, si je puis dire, à ces sujets qui me paraissent essentiels. Parfait, très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la vôtre, je vous laisse écouter celle de Laurent Gardès, qui est responsable de l'équipe IA au sein de la direction de la recherche de la SNCF. On écoute sa question. Bah, la question que je me pose, la question à 10 centimes, c'est, bah, justement, est-ce qu'il va suffire d'augmenter la capacité des modèles, d'augmenter la taille des données qu'on leur donne, d'augmenter la taille du paramètre des modèles pour arriver à ce stade, où on va passer le test de Turing, de manière, complète, intégrale? Finalement, est-ce qu'on va basculer à un moment donné dans cette IA générale? Pour moi, le test de Turing, il est déjà passé. C'est-à-dire qu'on est déjà capable de confondre une IA avec un humain sur du vocal. L'IA générale, je n'y crois pas. Et l'IA générale, parce que souvent on associe l'IA générale avec une forme de conscience, il n'y aura pas d'intelligence artificielle consciente, je n'y crois pas. Je crois beaucoup. Par contre, il y aura des humains qui sauront en toute conscience utiliser potentiellement la naïveté d'autres humains pour faire croire que c'est l'IA qui est responsable, c'est l'IA qui fait tout, mais en fait, c'est toujours l'humain qui est derrière. Donc, je ne crois pas à une IA générale, je crois à une IA multimodale. Multimodale, c'est-à-dire que la voix, le son, l'image, tout ça pourrait être beaucoup plus associé. On ira vers là. Une IA à mémorisation, ça c'est un enjeu effectivement pour les années à venir, parce que l'IA aujourd'hui est un peu sans mémoire. Ni à mémorisation, ça, c'est quelque chose qui sera assez important et qui donnera le sentiment d'une conscience. Mais la conscience, elle sera toujours humaine et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, je pense. D'accord, très bien, c'est parfait, c'est noté. Alors, à vous à présent, quelle question est-ce que vous souhaiteriez poser au prochain invité? C'est votre question la plus difficile. Alors, je dirais, alors que l'IA est toujours montrée sous son aspect négatif, alors que l'IA est utilisée par tout le monde dans sa vie quotidienne, comment pourrait-on réussir à faire de l'IA un outil positif dans l'esprit des gens et qu'on arrête d'en avoir peur. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je garde la question, je la poserai au prochain invité. Merci beaucoup de votre participation. Général Patrick Perrault, je rappelle que vous êtes coordonnateur général pour l'IA au sein de la Gendarmerie nationale et conseiller IA auprès du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. Bonne journée. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.